Le grand invité de Smartech aujourd'hui s'appelle Guillaume Poupard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Doka Post, filiale numérique du groupe La Poste, qui a l'ambition de devenir ce grand référent sur les services de confiance et de sécurité numérique en France, en Europe. Et puis vous êtes aussi l'ancien directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Alors donc vous êtes à ce titre pour moi aussi le maître d'œuvre du Secnum Cloud, donc ce qui doit apporter là pour le coup la confiance dans le domaine du cloud, confiance qui repose sur des critères notamment de souveraineté, de maîtrise technologique au niveau national. Et ces critères, ils ne sont pas forcément tous repris dans la version européenne. Vous avez dénoncé une certification européenne pour ces services cloud qui s'appelle l'EUCS pour faire court, porteuse de vassalité numérique. Vous avez annoncé des jours plus sombres pour l'Europe numérique. Est-ce que c'est toujours aujourd'hui votre point de vue, Guillaume ? Les mots sont forts, mais en même temps, les enjeux le sont également. On a absolument besoin, pour des usages qui nécessitent vraiment une protection maximale des données, des process, je ne parle pas pour tout, surtout pas, mais pour des données très sensibles, on pourrait se dire des données de santé, des données bancaires, des choses comme ça, on a besoin d'avoir de vraies assurances sur le niveau de sécurité de ces données. Et ce niveau d'assurance, ça veut dire qu'il faut de la sécurité technique, notamment dans le cloud, il faut que ce soit bien fait, à tout point de vue, au niveau technique, au niveau opérationnel, mais également au niveau juridique. Et les offres américaines, elles ont plein de vertus, mais d'un point de vue juridique, et ça n'a rien à voir avec l'élection américaine, c'est vraiment comme ça que fonctionnent les États-Unis. Le droit américain est très intrusif, ce qui fait que si vos données sont stockées sur un cloud américain, eh bien, il y a des tas de gens qui peuvent y accéder. Et ça, peut-être que c'est pas grave dans 90% des cas, mais les 10% restants, il faut être capable de faire autrement. Et pour être capable d'attester du niveau de sécurité, eh bien, il faut des labels. En tant que client, moi, je ne sais pas vérifier si un tel ou un tel, il est soumis ou pas au droit américain, s'il fait bien ou pas la sécurité. Ce qu'il faut, c'est des labels. C'est contractuel. On peut le contractualiser. Ouais, déjà, il faut les lire, les contrats, il faut les comprendre. Et puis, souvent, on les subit, les contrats dans le domaine du cloud, parce qu'il y a une disproportion entre la taille des clients et la taille des offreurs. Donc, il faut des labels. Secnum Cloud, c'est un label français qui visait justement à dire, voilà, on veut le meilleur niveau de sécurité technique, opérationnelle et juridique. EUCS, c'est une démarche de certification européenne que la France pousse depuis le départ. On est pour. Il ne faudrait pas que mes mots soient mal interprétés. Mais on considère qu'il y a différents niveaux de sécurité. Et au niveau le plus élevé, il faut que la sécurité juridique soit intégrée. Certains parlent de critères de souveraineté. Moi, je parle plutôt de critères de sécurité juridique. L'idée étant que des données dans un cloud au plus haut niveau doivent être protégées au sens où seul le droit européen doit pouvoir s'appliquer. Est-ce que ça veut dire que ça menace finalement la survie ou l'utilité même du Secnum Cloud si le UCS est adopté tel qu'il est aujourd'hui ? C'est un débat. La priorité reste au fait de pouvoir disposer d'un niveau de certification de niveau élevé, IUCS+, on l'appelle comme on veut, qui intègre la sécurité juridique. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, si l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus, et on ne sait pas, moi je ne veux pas du tout anticiper sur l'issue parce que ce n'est pas du tout joué, et peut-être que l'élection américaine d'ailleurs. Alors moi j'ai un autre regard là-dessus, mais on va en parler tout de suite. Je ne sais pas, ça va avoir un impact, mais dans quel sens, je ne sais même pas dire, donc vous voyez, c'est compliqué. Mais de fait, si jamais il n'y a pas ce niveau de protection maximale à l'échelle européenne, est-ce que l'on garde ou pas Secnum Cloud en France ? C'est pas une bonne nouvelle. Que ça représente des investissements colossaux. Moi, j'ai reçu pas mal d'entreprises, d'opérateurs de cloud français qui m'ont parlé de 2 ans d'investissement. Enfin, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de compétences. Oui. Ça représente des millions peut-être pour certains. Là où l'investissement dans le cloud côté américain, il se compte en milliards. Donc, il faut relativiser ça. C'est vraiment un sujet qui est très complexe. Mais de fait, si jamais IUCS n'atteint pas le niveau de sécurité que l'on souhaite, est-ce que l'on garde ou pas Secnum Cloud ? C'est un débat que je ne vais pas faire ici et j'en ai pas le pouvoir. Ce que prévoit le droit européen de manière très légitime, c'est que quand il y a un schéma de certification européen comparable à un schéma national, le schéma national doit disparaître, parce qu'autrement, ça ne sert à rien de faire des trucs au niveau européen. Si maintenant il n'est pas du même niveau, pourquoi le faire disparaître ? Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on va continuer à faire des choses en franco-français, avec un périmètre qui n'est pas le périmètre européen, ça a moins de sens économique, ce sera plus compliqué pour les acteurs industriels de faire ça, ce sera moins rentable, soyons clairs. Donc c'est un peu dommage. Il faut continuer à se bagarrer sur ce critère. Alors là où moi je suis peut-être un petit peu moins optimiste, c'est que j'ai lu la petite déclaration d'Ursula von der Leyen quand elle a appris la victoire de Donald Trump. Elle a rappelé que l'Union européenne et les États-Unis sont plus que de simples alliés. Elle demande à ce qu'on travaille ensemble sur un programme transatlantique fort. On se dit que là, elle essaie plutôt de resserrer les rangs entre l'Europe et les États-Unis. Non, ce n'est pas votre interprétation. Mon interprétation, c'est que ce sont des alliés très,
très fort. On a absolument besoin des Américains, et je ne veux pas sortir de mon champ, mais dans le secteur de la défense, dans plein de domaines, on a besoin de cette entente avec les Américains. Et pour autant, être allié, ça ne veut pas forcément dire être vassal. C'est là où il y a un véritable équilibre à trouver. Ce qui est important, et l'Europe, on a conscience, j'ai aucun doute là-dessus, ce qui est important, c'est de bien comprendre que le sujet de la donnée, le sujet du numérique, c'est un sujet de pouvoir également, c'est un sujet de force. Si l'Europe se dit, bon, je vais plutôt privilégier l'énergie, plutôt privilégier la défense, plutôt privilégier d'autres... l'automobile, je dis n'importe quoi, le champagne, en se disant, bon, finalement, ce numérique-là, c'est un peu flou, ce serait une très, très grosse erreur. C'est pas parce que c'est potentiellement plus compliqué d'accès, notamment pour des acteurs politiques, qu'il faut le déprioriser, ces questions numériques. Moi, je pense qu'au contraire, la puissance de demain, elle s'appuiera énormément sur la capacité à être autonome dans le domaine du numérique. Alors, est-ce qu'on a des offres cloud françaises, même européennes, du niveau ? Oui, la réponse est oui. Elle n'a pas toujours été oui quand même, Guillaume. La réponse est oui, et je vais nuancer derrière. Oui. Aujourd'hui, les utilisateurs du cloud, les clients, qui sont dans une logique de « je choisis un prestataire, je lui file tout, et je fais ça pendant 10 ans », ces gens-là, ils déchantent. Pour des raisons évidentes, c'est que voilà, il y a une relation disproportionnée qui s'installe. Et si vous faites ça, comme par hasard, tous les 3 ans, vous avez une augmentation de la facture qui est monstrueuse. Et quelles que soient les bonnes intentions et les bons discours, c'est impossible à empêcher. Donc, pour des raisons financières, pas des questions de sécurité ou de souveraineté, pour des questions financières, il faut aujourd'hui avoir une stratégie multi-cloud. Voilà, faut prendre plusieurs fournisseurs et puis il faut faire jouer la concurrence. Et donc, les clients, publics ou privés d'ailleurs, mais c'est très vrai dans le privé, ils sont condamnés quelque part à devoir gérer plusieurs prestataires. Et quitte à gérer plusieurs prestataires, autant ajouter des clouders français, européens, et dans ces clouds-là, mettre les données qui sont particulièrement sensibles. Donc la stratégie qu'on qualifie d'hybride parfois, elle est obligatoire aujourd'hui pour des raisons financières. Profitons-en pour en faire une stratégie de sécurité également. Et là, vous dites ça parce qu'il y a NumSpot dans le scope de DocaPost aujourd'hui. Il y a NumSpot, il y a Outscale, il y a OVH Cloud, il y a Scaleway, il y a Cloud Temple. Je peux en citer pas mal. Il y a 10 ans, je n'aurais pas dit ça parce que ça aurait été plus compliqué, objectivement. Aujourd'hui, il y a de vraies offres qui sont des offres de qualité, qui sont des offres différentes, complémentaires. Ce ne sont pas des offres qui ont pour vocation de virer les hyperscalers. Ce serait complètement absurde et ce serait même dangereux d'un point de vue économique, probablement. Mais dans une logique de complémentarité, ça demande un petit effort d'architecture, mais ça se fait très très bien. Dans une logique de complémentarité, voilà, mes données financières, eh bien, je vais aller les mettre sur NumSpot. Mes données de santé, je vais aller les mettre sur NumSpot. Ou sur d'autres, mais bon, évidemment, j'ai un petit biais pour NumSpot. Et puis par contre, il y a d'autres sujets, je vais aller les mettre sur mon cloud, Azure, Amazon, Google, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est assumer une vraie stratégie, avoir une vraie stratégie et se remettre en position de maîtriser les choses. Et si on fait ça, objectivement, tout le monde est content. C'est une petite partie dont on parle. C'est quoi? C'est 5%, c'est 10% peut-être. C'est des grosses miettes, mais enfin, ça reste des miettes. Mais je pense que notre sécurité, elle est à ce prix-là. Mais vous avez évoqué, par exemple, les données de santé en disant que c'était des données stratégiques, sensibles, qu'on doit savoir bien protéger. Aujourd'hui, le Health Data Hub reste encore sous un cloud américain. Oui. Et à l'époque, vous disiez, je crois que vous en parliez très clairement, bah oui, on n'a pas d'offre équivalente aujourd'hui. On n'est pas capable de répondre à cette demande. Et aujourd'hui, on le serait. Oui. Il y a des études qui ont été faites encore récemment par des services de l'État, des gens qui sont allés voir dans le détail, qui disent, bon, il y a encore des petits trucs à développer, mais il reste, c'est les derniers mètres à faire, qui ont été faits depuis, très probablement. Et donc pourtant, maintenant, le dossier a été révisé et il n'y a pas eu de nouvelle décision prise. Oui, alors c'est intéressant à lire dans le détail. L'avis de la CNIL, oui. Il mérite d'être lu. C'est assez étonnant de voir... C'est rare de voir une autorisation avec aussi peu d'entrain, mais parce que c'est très bien justifié derrière, c'est très bien expliqué. Je pense qu'à un moment, il faut vraiment se dire, OK, est-ce qu'on est prêt ou pas à faire ce portage? La vraie question qui est derrière, c'est pas tant le portage, c'est que c'est une arnaque aujourd'hui, la portabilité d'un cloud à l'autre. Porter un système comme le Health Data Hub, ça revient à le redévelopper. Et évidemment, je comprends, surtout dans le contexte budgétaire actuel, je comprends qu'il y a une certaine réticence à redévelopper des choses, alors que ça fonctionne au moins en théorie aujourd'hui. Et puis, on n'a pas besoin du label SecNumCloud pour héberger les données de santé aujourd'hui. Non, mais c'est quand même une bonne pratique. Parce que, oui. À terme, ce serait une bonne pratique. C'est vrai qu'il y a un autre référentiel, je ne vais pas rentrer dans le détail. Chez NumSpot, en tout cas, on milite pour ne plus faire que du HDS, justement, de l'hébergement de données de santé, mais vraiment imposer un label SecNumCloud. Il y a les deux, mais on pense que le label chapeau,
Une fois encore, il est dur à atteindre, je ne vais pas dire le contraire, mais une fois qu'on l'a atteint, il coûte un peu plus cher à faire tourner, mais pas tant que ça. Donc autant harmoniser par le haut, ce qui vraiment fait sens une fois que les solutions sont prêtes. Les données de santé iraient très bien là-dedans. Les données de l'éducation, par exemple, c'est un autre exemple. Est-ce que ce sont des données sensibles, les données de l'éducation? Oui. Nous, on pense que oui. Alors, je suis jugé parti parce qu'on a Pronote chez nous. Pronote, Oui. beaucoup de gens connaissent. Les données qu'il y a dans Pronote, quand on est parent, on voit la sensibilité de ces données. C'est quand même très personnel, c'est très intime ce qu'il y a dans Pronote. Nous, comme on opère Pronote, on s'est dit, on ne va pas aller mettre ça sur un cloud, sur un hyperscaler. Peut-être que ça nous coûterait moins cher à faire tourner, et encore. Mais donc, on a développé notre propre cloud dédié pour Pronote, qui est qualifié Secnum Cloud. Aujourd'hui, qui a le meilleur niveau de sécurité. Il n'y a que Pronote qui tourne dessus, donc vraiment on assure une totale isolation. Et vous voyez, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si les gens Pronote sont et ou pas. EDT aussi, le logiciel d'emploi du temps. Exactement, alors qui est moins connu parce que c'est un logiciel qui est utilisé par l'établissement scolaire. Ouais, EDT, chez les chefs d'établissement, c'est très apprécié parce que c'est ce qui leur fait, c'est ce qui fait qu'au mois d'août, ils ne passent pas leur mois d'août à faire les emplois du temps. C'est fait de manière automatique par de l'IA, de manière très, très évidente quelque part. Et ça, c'est protégé évidemment par du Secnum Cloud. Et on pense que cette démarche du Secnum Cloud, qui a parfois été vue comme étant trop complexe, en fait, c'est vraiment l'avenir proche. Et de plus en plus, on voit il y a beaucoup de gens qui y vont. D'où cette déception si ça passe pas à l'échelle européenne, parce que ce qui marche en France doit marcher en Europe, fondamentalement. Alors, je voulais vous parler aussi des nouvelles menaces, puisque vous venez de l'Annecy, vous avez passé quand même de nombreuses années. Quelles sont, selon vous, aujourd'hui, les principales nouvelles menaces? Je sais que du côté de Docapos, vous avez sorti une offre dédiée aux PME. Est-ce que c'est là, aujourd'hui, vraiment le gros maillon faible, selon vous, en matière de cybersécurité, par exemple? La menace au sens technique opérationnel, elle évolue pas si vite que ça. On a de l'espionnage, ça continue. Les États s'espionnent entre eux, c'est comme ça. On a des risques de niveau quasi militaire. Aujourd'hui, les gens font la guerre dans l'espace numérique. C'est moins visuel, ça fait moins d'images que de la guerre classique avec des bombes et tout ça, des trucs horribles. Mais c'est vraiment ça aujourd'hui. Dans tous les conflits, il y a un pendant numérique qui est très fort. Et puis, il y a ce risque criminel. Risque criminel qui peut toucher les gros comme les petits. Les gros, c'est péjoratif, mais les grandes entreprises, les grandes administrations se sont adaptées, se protègent aujourd'hui de manière efficace. Alors vous voyez, on parle beaucoup moins de rançongiciel chez des grandes victimes. Parce que simplement, les gens se sont mis à se protéger. Pour les plus petits, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'ils ne sont pas experts, ils ont du mal à mettre les moyens. Et les petits, c'est les PME, c'est les collectivités locales, c'est les établissements de santé. Et leur problème, c'est quoi? C'est pas tellement les offres disponibles sur le marché, c'est le budget est consacré. Non, c'est les offres. Les offres, les offres parce que c'est très compliqué d'acheter de la cyber aujourd'hui. Essayez. Et, allez voir l'offre. Alors, elle est pléthorique. Ça, c'est génial. Mais c'est impossible de s'y retrouver quand on n'est pas expert. Et donc, nous, ce qu'on fait, on n'est pas les seuls à faire ça d'ailleurs, c'est de dire, on va prendre la techno, on va l'assembler, l'intégrer, on va cacher la technique, tout ce qui est expertise, et on va dire aux gens, voilà, vous voulez vous sécuriser, vous allez consommer de la sécurité. C'est très moche comme terme, mais c'est vraiment ça l'idée. Vous vous abonnez, vous payez, et puis pour tant d'euros par mois et par poste, vous avez de la sauvegarde, vous avez de l'identification, vous avez du filtrage des mails, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une belle sécurité, sans avoir à comprendre comment ça marche la sauvegarde, comment ça marche un EDR, tout ce jargon technique, on le laisse de côté. Et quelqu'un qui veut même ne pas aller voir les rapports, ne même pas savoir s'il a été attaqué ou pas, ou s'il y a eu des tentatives d'attaque ou pas, il n'est pas obligé d'aller voir. Ouais. Donc il faut cibler ce segment-là, parce que c'est là où aujourd'hui, massivement, on a énormément de victimes avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, très souvent. Et les fuites de données, là, on a encore l'exemple des fuites de données chez Free. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter, stopper cette hémorragie? Il y a des moyens, il y a des outils? Il y a deux choses essentielles. D'abord, il faut que les gens qui détiennent les données soient encore plus sérieux dans la protection de ces données, parce que qui dit fuite dit quelque part qu'il y a eu des erreurs de fait. Donc c'est trop facile de tirer sur l'ambulance. Et c'est certainement pas ce que je ferais. J'ai plutôt beaucoup de compassion pour les équipes sécurité des boîtes qui se font toucher comme ça. Mais nonobstant, la cible n'a pas été atteinte en termes d'objectifs. Donc ça, c'est la première chose. Et de l'autre, il faut former les gens. Parce que est-ce que c'est grave d'avoir son adresse, son téléphone, son mail, son IBAN dans la nature? Ça commence à faire beaucoup. Oui. Ça commence à faire beaucoup. Et statistiquement, aujourd'hui, l'immense majorité des Français ont toutes ces données qui sont dans la nature, sans le savoir. Bon. Le problème, c'est pas tant que c'est des données qui sont quasi publiques. On pourrait discuter, mais quasi publiques. Le problème, c'est qu'un attaquant qui connaît tout ça de vous, il peut monter des escroqueries qui sont extrêmement efficaces. Je vous appelle, je me fais passer pour votre banquier, je connais votre IBAN, je connais votre adresse, je connais... vous allez finir par penser que je suis vraiment votre banquier et peut-être faire l'action que je vais vous demander de faire.
Donc il faut former les gens pour dire attention, non, c'est pas normal, hein, votre banquier qui vous appelle comme ça ne devrait pas se produire. Sensibiliser. Exactement. Sensibiliser. C'est la base. Et il faut apprendre cette hygiène numérique. On n'y est pas encore. Voilà. Non. Et alors, on va passer à l'interview express. Donc, question très binaire que je vais vous poser. Si vous pouvez répondre rapidement, qu'on arrive au bout. Oui ou non, vous espériez justement un ministre de la cyber dans le gouvernement Barnier? Non, pour sensibiliser, pour porter ces sujets majeurs aujourd'hui qui sont discutés en Europe? J'ai pas d'avis sur l'architecture gouvernementale. Par contre, il faut qu'un ministre se sente concerné par le sujet cyber. Je pense que c'est le cas. Ah, qui? Clara Chapaz. Vrai ou faux, les offres cloud françaises ne rattraperont jamais celles des hyperscalers? Elles seront complémentaires, et durablement complémentaires et intéressantes à ce moment-là. Pour ou contre, il faut revoir l'attribution de l'hébergement du Health Data Hub dont on a parlé avec un critère de sélection d'offreur national. Oui. Grave ou pas le regard politique que l'on prend sur la transposition de la directive NIS 2 qui doit élever ce niveau global en matière de cybersécurité? La transposition, elle va se faire, elle va bien se faire, malgré la complexité parlementaire actuelle. Moi, je suis plutôt très confiant sur les travaux qui ont déjà été faits, sur toute la préparation qui est excellente, et sur le fait que ce soit un sujet de consensus qui dépasse les clivages politiques. J'y crois ou j'y crois pas à la survie du Secnum Cloud français, justement, face à cette certification européenne UCS? Je souhaite qu'elle disparaisse au profit d'une certification de même niveau à l'échelle européenne. On peut ou pas mettre fin à l'hémorragie des fuites de données personnelles? Il faut. C'est pas qu'on peut ou pas, c'est qu'il faut. Bon, et je termine avec rêve ou cauchemar, l'IA générative en matière de cybersécurité. Rêve, évidemment. Rêve. Ça va servir aux deux, mais il faut que ce soit les gentils qui gagnent à la fin. Merci beaucoup Guillaume Poupard d'avoir été dans Smart Tech avec moi. Aujourd'hui, c'était mon grand invité, le directeur général adjoint de DocaPost. Merci.